Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Sens. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bonheur intérieur. Ça m'est venu parce que ces derniers temps, je me suis comparée. Ça vient chercher aussi la comparaison avec les autres situations, les autres lieux, en pensant que si on était ailleurs, on serait mieux. Et que à ce jeu-là, on est en permanence en quête d'autre chose, quoi. Alors que parfois, le bonheur est à portée de main. C'est une question de regard. Je prends souvent cet exemple c'est comme quand vous regardez une pièce, vous regardez ce qui est en face et vous aimeriez avoir autre chose. Et en fait, quand vous tournez la tête sur le côté ou derrière vous, cette chose est présente. C'est un peu ça. C'est quand on a tendance à aller regarder à l'extérieur et de vouloir qu'ailleurs soit meilleur qu'ici où je suis. Et que la proposition est peut-être de mieux regarder. Voilà, alors pour ce faire, j'avais envie de renouer avec quelque chose qui fait partie un peu de ma culture d'oralité, les contes. J'adore les histoires, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, c'était le seul moteur pour aller se coucher, c'était que parfois j'allais avoir une histoire. Et j'ai fait beaucoup de colonies enfant et je me souviens que chaque jour, le soir, on avait un directeur assez connecté au cœur qui nous faisait le bilan de la journée, qui souvent nous racontait sous forme d'histoire, un peu comme la morale du jour. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, je vais vous raconter un conte pour explorer cette idée du bonheur intérieur. Ça s'appelle Le tailleur de pierre. Il était un tailleur de pierre réputé pour son œil précis et son amour du beau travail, mais râleur comme un âne arabe. Il estimait, défaut banal, que les autres, qu'il valait bien, étaient mieux traités par la vie qu'il l'avait pu l'être lui-même. Or, un beau jour qu'il travaillait à l'escalier de marbre rose d'une demeure de Richard, ses mobiliers, ses belles dalles, ses tentures, ses canapés, se dit-il, l'œil luisant, contemplant l'alentour de son petit chantier, voilà bien ce qu'il me faudrait. Avoir des esclaves, de l'or, être riche à n'en plus pouvoir, goûter enfin à la fortune, la belle vie que j'aurais là. Comme il rêvait ainsi, une fée amoureuse traversa par hasard le vent de ses pensées. « Oh, le beau désir !» se dit-elle. Elle l'exauça par jeu pour voir. Et voilà le tailleur de pierre, orné de bagues, de colliers, affalé sur un lit de roses, environné de champs mutins. Heureux ? Oh oui, 1000 fois oui. Mais quel est ce bruit dans la rue ? Un serviteur accourt l'informe. Un messager de l'empereur est à la porte. Il veut vous voir. Plus tard, je ne suis pas dispo, répond l'autre, les yeux mi-clos, en sirotant une orangeade. L'émissaire impérial, aussitôt prévenu, fronce les sourcils et se fâche. Cette fin de non-recevoir fait rougir sa face joufflue. Pour qui se prend-il, celui-là ? Qu'on le saisisse et le bastonne. Le tailleur de pierre, enrichi, voit à l'instant son paradis submergé de soudards féroces. On le traîne en place publique, on lui arrache ses habits.
100 coups de gourdin l'estourbissent. Le voilà nu, seul, à genoux dans le crépuscule désert. La richesse, hélas, que vaut-elle, gémit-il, le fond dans ses mains. Fonctionnaire chez l'empereur, voilà la situation parfaite. Là est le seul pouvoir qui vaille, là est la vraie force des grands. La fée est toujours là, qui souffle sur ses plaies. « Dors, mon tout beau, dors !» lui dit-elle. « Voilà, c'est bien. Et maintenant, ouvre les yeux, regarde-toi. » Il n'est plus un Richard défait. Il est un de ces dignitaires qui regardent passer les gens, la bouche arquée, de sa fenêtre. Il doit partir lever l'impôt dans quelque campagne perdue. Le voici sur son beau cheval, dans un village famélique. Ses gardes autour de lui s'effraient. 100 paysans armés de piques s'avancent, le regard méchant. On crie « À mort, à bas l'Empire !» Le grand homme, sur sa monture, frappe l'air du poing et se plaint. « À quoi bon, se dit-il, avoir fait des études si c'est pour finir trucidé par un paysan illettré ? Pourquoi donc ne suis-je pas né parmi ces simples malveillants, mais somme toute sans souci ? Oh, je n'ai jamais eu de chance !» « Paysan, cela te plairait ?» lui souffle la fée à l'oreille. « Hop là, mon bon ami, c'est fait !» Il s'éveille à l'ombre d'un arbre. Devant lui, un champ labouré. Il s'assied. Il a mal aux côtes. Il est grand temps de déjeuner. De quoi ? De vieux pain et d'olives. Il n'y a rien d'autre dans son sac. Il soupire. Dure misère. Et jetant un coup d'œil là-haut. Ah, soleil qui chauffe et qui passe, j'aimerais bien être à ta place, loin de notre terre à soucis. Qu'à cela tienne, bonhomme, chantonne dans l'arbre la fée. Elle se penche, baise son front, le saisit par le bout du nez, et voilà le tailleur de pierre, soleil régnant sur les oiseaux, les monts, les plaines et les villes. Maître du monde, c'est parfait. Mais voilà qu'un nuage vient. « Hé, toi au large, s'il te plaît, tu me voles mon paysage !» Que répond l'autre ? Rien. Il bâille. Il fait au ciel comme chez lui, s'étend mollement, prend ses aises. Le temps s'aigrit, le soleil râle. Je ne suis rien, on m'humilie. De fait, le vrai patron, c'est lui. Veux-tu sa place, dit la fée ? Évidemment, quelle question. Et voilà le tailleur de pierre, délaissant sa peau de soleil pour revêtir le grand manteau fantomatique d'un nuage. Il bagnaude, il se promène, il rencontre un souffle de vent. « Va jouer plus loin, lui dit-il, tu m'agaces, tu me défrises. Et là, moins fort, tu me défais. À l'aide, à moi, tu m'éparpilles. » C'est le vent le plus fort de tous, se dit-il dans sa débandade. « Ne t'inquiète pas, mon joli, souffle la fée dans ses cheveux. Que veux-tu, dis-moi, être brise, tempête, cyclone, ouragan ? Je veux tout cela, plus encore. » Il va hurlant et murmurant, sifflant aux fentes des volets, bruissant dans la tête des arbres. Il est enfin content de lui. Sauf qu'un rocher, haut comme un homme, lui résiste au bord du chemin. « Et salue-moi, lui dit le vent, quand je passe, moi, tout s'incline. » Tout sauf moi, dit le roc, buté. « Nous allons voir, lui répond l'autre. Il rugit, mugit, se démène, se déchaîne et fait tout gémir. Il s'essouffle enfin, il s'épuise. « Es-tu vraiment plus fort que moi ?»« Apparemment, dit le rocher. »« C'est bon, j'admets, je veux ta place. »« Facile, chantonne la fée. » Voilà l'homme dur de partout. Un tailleur de pierre s'en vient, le palpe, le cogne, les rafle. « C'est du beau caillou, se dit-il, tandis qu'il se met à l'ouvrage. « Au secours, braille le rocher !»« Que veux-tu donc ?» lui dit la fée. « Retrouver mes outils, madame !» Le tailleur de pierre s'éveille sur son chantier chez le Richard. Il n'a fait qu'une sieste brève. « Allons, se dit-il, au travail.
Cette histoire, en fait, nous rappelle que parfois on est aveuglé par nos désirs immédiats, on a vraiment envie de quelque chose, on ne voit que le manque et finalement on ne voit pas la beauté qui nous entoure déjà. On se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, la morale de ce conte donne cette phrase-là que je trouve assez magique. Si tu ne vois pas la fleur qui exalte son parfum, peut-être n'as-tu pas d'odorat. C'est intéressant en fait, c'est une réflexion vraiment profonde sur la quête du bonheur intérieur et sur la façon dont on pourrait en fait changer de regard, regarder ça autrement, cultiver un regard d'abord plus large, pour qu'on puisse tourner la tête, regarder de côté, lever la tête pour regarder le ciel, voilà, et voir ce que nous avons déjà. Et puis plus reconnaissant pour cultiver la gratitude, en fait. Car ce bonheur après long cours, que l'on voit parfois tellement loin, finalement des fois est à portée de main. Et il réside dans notre capacité à voir et à apprécier ce que nous avons déjà. Être dans cette attitude-là met une énergie d'abondance et qui va attirer des choses différentes. En plus, il y a un double effet qui se coule. Donc moi, j'ai envie de vous dire, peut-être de vous inviter la prochaine fois que vous allez avoir envie d'une chose que vous n'avez pas, de regarder, outre le fait de peut-être poser un premier pas pour voir comment vous pourriez avoir cette chose, et en attendant, pour ne pas se frustrer, ne pas se décourager, et pour tenir, parce que parfois ça prend du temps d'obtenir, de répondre à nos besoins, de regarder ce que tu as déjà en attendant. Quand tu échanges avec quelqu'un et que tu te centres sur ce qu'il ne t'a pas donné, ce que tu aurais voulu qu'il dise, ce que tu lui reproches d'avoir fait, de te centrer, d'abord de lui dire, élégamment, gentiment, dans une communication de cœur, et ensuite de regarder aussi, de focuser sur ce qu'il t'a donné, en revanche, sur ses qualités, ce qu'il a fait pour toi hier. Là, il s'est planté, mais l'autre jour, il t'a aidé, il t'a donné un coup de main. Voilà, de regarder la personne dans son entièreté. Quand dans une situation, vous aimeriez qu'elle change, travail, situation relationnelle, contexte, des maisons, après avoir posé les premiers pas d'un plan qui pourrait changer cette situation, ce lieu, cette personne, enfin la relation avec cette personne, en attendant de regarder ce que ce lieu vous procure, ce que cette personne est venue faire dans votre vie, et vous éclairer sur quelle partie de vous-même et sur ce que cette situation vous apprend. Je vous laisse avec cette réflexion. À très vite.